Bonjour, voici une nouvelle émission de Livre Libre, ce n'est pas très facile à prononcer, il faut bien le reconnaître, qui paradoxalement aujourd'hui sera consacrée non pas à un livre, mais à une revue qui porte un titre étrange, l'Affectio Societatis. Affectio Societatis. J'ai fait un peu de latin dans ma jeunesse, et chacun sait, affectio, c'est l'affection, c'est ce qui tient les gens ensemble, et societatis, génitif de societas, la société. Est-ce que la société tient par l'affection qui unit ses membres? Voilà un vaste sujet dont nous allons pouvoir discuter avec deux avocats parmi les plus brillants de la jeune génération. Ils me permettront de dire qu'ils sont jeunes, parce que pour tous les gens qui sont nés après moi sont des gamins, et tous les gens qui sont nés avant sont des vieillards, naturellement. Maître Benoît Delapace et Maître Grégoire Belmont, qui nous présentent le premier numéro de cette revue, le deuxième est en préparation, qui est consacré à la justice distributive. Alors, Maître Belmont ou Maître Delapace, dites-nous d'abord ce que c'est exactement que cette affectio societatis et comment vous est venue l'idée de publier un opuscule au titre aussi étrange. Alors, l'affectio societatis, c'est une locution barbare pour la plupart des gens, mais qui, pour les juristes, a un sens bien précis. Certes. Puisqu'on la rencontre en cours de droit des sociétés en troisième année, lorsqu'il s'agit d'étudier les conditions d'existence d'une société commerciale. Et l'on apprend à cette occasion que l'affectio societatis, c'est donc l'amour, l'affection qui pousse les associés à s'unir pour un projet de création d'entreprise, et qui a deux dimensions. Une première dimension d'entente entre les associés, de volonté de collaborer ensemble, mais aussi et surtout la volonté de collaborer à un objet social, à la réalisation de quelque chose, d'un projet. Et donc, cet amour qui fonde la société commerciale est aussi, à mon avis, à notre avis, l'amour qui fonde la société, l'amitié politique, puisque l'amitié politique est non seulement le désir de collaborer ensemble, une certaine bienveillance mutuelle, mais c'est une bienveillance mutuelle qui a pour finalité un bien commun, et c'est ce bien commun que le droit, dont il est question dans cette revue et dont il est question dans le cercle qui a le même nom que la revue, le droit encourage la création du bien commun, unit les membres de la société, encourage l'amitié politique au lieu de diviser, comme malheureusement il le fait beaucoup aujourd'hui, à travers des droits subjectifs. Je comprends mieux. Alors, vous nous dites en somme que ce terme que vous avez repris, que vous voulez étendre à la société avec un grand S, la société politique, la société humaine, c'est tout d'abord, si je comprends bien, un cercle que vous avez fondé, un cercle qui rassemble principalement des juristes, c'est ça? Exactement. Oui. Et autrement dit, cette brochure est une publication de ce cercle. Voilà. Oui. Et comment peut-on se la procurer? Alors, on peut se la procurer de deux manières. La première, c'est en allant sur le site internet de notre cercle. Donc, c'est le site du cercle Affectio Societatis. Il n'y a pas beaucoup de sites internet qui s'appellent comme ça. Certes. Et la meilleure manière de se la procurer, évidemment, c'est de venir aux réunions que nous tenons tous les mois. Alors, juste pour dire un mot de ce cercle, il a été créé par des jeunes juristes professionnels comme Benoît et moi, qui sortions de nos études de droit un peu frustrés. Parce que pendant nos études, on nous a empilé des cours qui énonçaient une réglementation, qui changeait dès la fin de nos études. J'ai connu cela. Voilà, et qui n'était déjà plus d'actualité, mais sans jamais vraiment réfléchir à ce qu'étaient au fond les sources du droit, et à finalement ce qu'était la raison d'être des juristes. Parce que si les gens viennent chez nous, c'est finalement poussé par un désir bien précis, qui est celui de trouver la justice. Et donc il fallait réfléchir à cette justice, trouver des réponses, et c'est pourquoi nous avons décidé d'en parler ensemble et de nous adresser à des maîtres pour... Je comprends, mais je serais tenté de dire, Maître Delapace, où va-t-on si les avocats se mettent à vouloir rechercher la justice?
Je croyais, moi, que les avocats, profession que j'ai exercée, profession tout à fait honorable, je m'empresse de le dire, mais enfin, étaient quand même au premier chef des menteurs professionnels, chargés avant tout d'épouser la cause de leurs clients, fût-elle bonne ou fût-elle mauvaise. Et c'est donc que vous avez éprouvé le besoin de chercher davantage. Alors, je reconnais bien là votre esprit frondeur, et je sais que cette pique que vous m'adressez, c'est afin que je puisse m'en relever. Et je vais tenter de le faire en essayant de vous convaincre. Et comme vous le savez, convaincre, c'est essentiellement le métier de l'avocat. Convaincre, ça veut dire chercher la justice, et chercher la justice pour quelqu'un qui est mal en point, qui n'a peut-être pas les mots pour s'adresser à un tribunal, qui n'a peut-être pas les codes, on parle de codes aujourd'hui, et qui a malgré tout quelque chose à dire, et cette personne qui va pouvoir le dire, c'est l'avocat, et normalement, si l'équilibre est bien réparti entre le ministère public, la défense et le juge qui a à trancher, eh bien le résultat de cette symphonie est bien que la justice est rendue. Et vous approfondissez par conséquent vos réflexions sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et d'où ce premier numéro consacré à la justice distributive. Bon, la justice distributive, nous allons en parler dans un instant, mais j'ai remarqué que dans ce premier numéro, Maître Delapace, vous avez fait une contribution qui part du constat que certains promeuvent une certaine automatisation de la justice. On se dit que finalement, compte tenu de la masse des données dont on dispose, des décisions, de jurisprudence, des tribunaux, on devrait arriver de façon automatique à savoir dès le départ si on a une chance d'aboutir à telle solution ou à telle autre. Est-ce que je me trompe? Et ça n'a pas l'air de vous plaire, alors qu'on pourrait dire, mais n'y a-t-il pas une certaine sécurité qui en résulterait pour le contribuable, pour le justiciable, pardon? Oui. Alors, sécurité, c'est évidemment comme cela que c'est vendu. Néanmoins, comme le disait mon confrère Grégoire Belmont, nous avons été éduqués à une mode de réflexion de techniciens. Donc il n'y a plus de jurisconsultes, ou de moins en moins de jurisconsultes, il y a des techniciens du droit, et la technique est censée, par elle-même, pouvoir parvenir à la justice. Et nous savons que la technique est limitée, que la technique peut être une science, tandis que la justice est un art, et qu'il est bien difficile pour une machine, même si elle a été conçue par un homme, d'arriver au résultat de la justice. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu, je remercie à nouveau Grégoire Belmont de m'avoir confié ce petit billet d'humeur, dont je me souviens l'avoir appelé « Intelligence au service », par opposition à intelligence artificielle à laquelle on se soumettrait. Intelligence au service, c'est-à-dire revenir finalement à ce qui fait que l'homme va utiliser la technique comme un moyen et non pas comme une fin pour parvenir à cet idéal de justice qui est ensuite décliné tout au long de la revue, et notamment sous la forme de justice distributive. Et voilà, c'est comme ça que... Noble but alors auquel vous n'êtes pas les seuls à coopérer, parce que je vois qu'il y a dès ce premier numéro un certain nombre, en dehors de vous, cher maître, en d'autres temps j'aurais dit cher confrère, mais des personnalités tout à fait intéressantes. M. Michel Bastille, qui, sur justice distributive et forme politique, M. Pierre de Lauzun, sur les aspects concernant la vie économique, M. Philippe Pichot-Bravard, qui est un universitaire, lui aussi, je crois, la justice au cœur de l'ancien droit, de M. l'abbé Guillaume de Tanoirne, de la justice à la charité et retour,
Vaste programme, là aussi. Maître Thibault Mercier, existe-t-il de juste discrimination? Vaste sujet, ce concept de discrimination dont on use et on abuse. Et de M. Francesco Biuso, est-on propriétaire de son corps? Également, lecture, note de lecture de Maître Guillaume Sergent, un portrait de Maître Claire Perret, et un épilogue sur le droit et l'amitié de Maître Jacques Trémollet de Villers, éminent avocat, lui aussi. Alors, je trouve ce but que vous poursuivez de rechercher la justice est tout à fait remarquable, mais il y a, Maître Belmont, dans votre prologue, quelque chose qui m'a étonné. Je crois que c'est vous qui écrivez cela, que vous vouliez allier l'amour du digeste et du digestif. Je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit cela. Ce sont des passions bien juridiques. Des passions bien juridiques. Alors, le digeste, il faut savoir, vous allez... Il y a Monsieur François Valençon, universitaire remarquable, qui nous parle, qui commande justement le début du digeste. Alors il faut, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas juristes, il faut expliquer ce que c'est que le digeste. Est-ce que vous pouvez le dire en un mot? Alors, j'en parlerai beaucoup moins bien évidemment que M. François Valençon, mais le digeste, en un mot, c'est ce qui a été digéré. C'est le produit de toutes les sentences des jurisconsultes, c'est-à-dire de ceux dont on trouvait l'avis pertinent sur la question du partage des biens extérieurs, qui ont été recensés sous les ordres de l'empereur Justinien par le juriste Tribonien, et qu'il a compilé dans un ensemble qui est aujourd'hui la Bible des juristes, quoique ce soit une Bible fort peu parcourue malheureusement. Fort peu parcourue, parce que moi je peux vous dire que j'avais un grand-oncle, Paul Viard, qui avait été professeur de droit romain et doyen de la faculté de droit d'Alger. Et quand il a su que je voulais faire moi aussi des études de droit, et il y avait beaucoup d'affection pour moi, une affection sociétatiste, familiale en quelque sorte. Alors il m'a offert le digeste. Alors je me suis abstenu de l'apporter. J'ai 3 volumes. J'ai le digeste, les novellés, les pandectes. Ce digeste est un très fort volume. Alors, écrit, imprimé tout petit par un excellent éditeur allemand en grec. Enfin, heureusement, il y a la traduction en latin à côté. Je dois vous avouer que je m'en suis très peu servi. Mais on trouve, c'est vrai, des choses intéressantes, très intéressantes dans ce digeste. Ce n'est pas votre seule source d'inspiration, parce que je vois que sont cités Moïse législateur. Oui, le plus grand des législateurs, évidemment. Bon, Salomon, Solon, Ulpien, Solon grec, Ulpien romain, Gratien, D'Aguesseau, le chancelier d'Aguesseau, Berryer, sur lequel Maître Trémollet de Villers a écrit un livre remarquable, grand juriste et homme politique du XIXe siècle. Vaste filiation. Oui, tout à fait. Où puisez-vous vos sources, alors? Quel est le fil conducteur de tout cela? Alors, déjà, comme vous l'avez dit, il y a le digeste, évidemment, auquel M. François Valençon tente de nous initier petit à petit. Et puis, surtout, nous essayons de repartir d'un postulat qui veut que le juriste ait avant tout pour souci la justice. Et c'est une évidence dit comme ça, mais c'est une chose qui est, qui n'est plus très exacte à l'heure où on tente de faire du juriste une sorte de combattant contre l'inégalité qu'on trouve entre les hommes et les femmes, comme s'il s'agissait de la part du juriste, comme si le juriste avait pour mission de refaire la nature, parce que la nature n'est pas assez bien faite, ou comme s'il avait pour mission d'aplanir des inégalités qui seraient choquantes
Non, le but du juriste, c'est de trouver le juste, et la question du juste, c'est celle du partage des biens extérieurs. Et ces sources d'inspiration que vous évoquez, nous les trouvons en premier lieu auprès d'Aristote, qui, dans son Éthique à Nicomaque, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a défini, je crois, de la manière la plus rigoureuse, ce qu'était pour lui la vertu de justice, et l'a isolée des autres vertus, la justice se distinguant de la tempérance, de la force, etc. Et ce commentaire d'Aristote sur la vertu de justice a été ensuite développé par saint Thomas d'Aquin, et c'est à travers la réflexion de ces deux auteurs que nous essayons de retrouver une vision de la justice objective, puisque la justice n'a plus, parce que le juriste n'a plus à attribuer des droits en repartant de l'individu, comme on voudrait aujourd'hui, où on va essayer de reconstituer le droit à partir des droits des uns et des autres, qui seront parfois contradictoires, parfois opposés, quitte à perdre la vue d'ensemble, qui est celle du juriste, mais donc de repartir du souci du partage des biens extérieurs, donc d'une vie d'ensemble. Et donc, je dirais qu'Aristote et saint Thomas d'Aquin sont les premières sources de notre réflexion, et que nous essayons bien sûr de développer pour leur donner un côté opérationnel, et pour que les grands principes qu'ils ont définis puissent être appliqués aux lois, et voir comment la chose peut se mettre en musique. Alors, vous dites très justement que, selon vous, le juriste n'a pas à être aujourd'hui, c'est vrai pour l'avocat, pour le législateur, enfin pour beaucoup, une espèce de redresseur de tort universel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de grande figure, finalement, qui ait combattu l'injustice. Vous faites référence, maître de la Passe, par exemple, à maître Isorni, que les plus anciens, dont les plus anciens se souviennent. Oui, tout à fait. J'apprécie énormément maître Isorni, mon ancêtre dans l'exercice de la profession. Je dirais que c'est lui qui a donné un sens aux problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie, finalement courte vie pour l'instant professionnelle, qui sont les questions de principe. Parce qu'on se rend compte quand un client vient nous voir qu'il y a le problème, il y a la règle de droit, et puis derrière, il y a la question de principe. Et la question de principe donne peut-être l'ampleur de ce à quoi le client est prêt pour que justice soit rendue. Il va y avoir certains clients qui seront plutôt pragmatiques, donc ils essaieront de jauger leur intérêt en fonction de la moindre perte, et d'autres qui en feront une question de principe, c'est-à-dire que toute leur vie sera engagée, même s'ils devaient y perdre leur fortune, toute leur vie sera engagée pour une cause qu'ils savent juste. Et c'était le cas de maître Isorni. Il faut rappeler que c'est une grande figure du barreau. Moi, je me souviens, j'étais très jeune, j'étais même enfant, mais je me souviens de l'indignation qui avait saisi beaucoup de Français quand il avait été interdit d'exercer pendant 3 ans pour avoir défendu ceux qui avaient cru à la parole donnée, et au moment des affaires d'Algérie en particulier. Alors vous avez une très belle citation de maître Isorni, parce que on lui demandait de quel côté il était pendant la guerre. Est-ce que, je ne sais pas, vous vous souvenez, oui. Ah oui, il avait répondu « Les prisonniers ont changé de camp, pas moi ». Oui, c'est ça. Il dit pendant la guerre, j'étais du côté des prisonniers, c'est-à-dire des résistants, ou des communistes. Il a défendu les communistes. Il a défendu les communistes qui étaient emprisonnés. J'étais du côté des prisonniers. Et puis après la guerre, j'étais toujours du côté des prisonniers. Les prisonniers ont changé, pas moi. Et c'est une très belle réponse. Alors, Maître Belmont, dans les critères de cette justice distributive, alors que distribue-t-on d'abord? On distribue, vous dites très justement qu'il faut d'abord distribuer ce qu'on a produit. On a un peu tendance à l'oublier en ce moment, où on voit défiler les milliards, les dizaines de milliards, les centaines de milliards, qui ne correspondent à aucune espèce de production dans la société. Et ensuite, comment le distribuer ? Alors, si vous me permettez, je vais d'abord définir rapidement ce qu'est la justice distributive, parce que c'est un terme qu'on est peu habitué à entendre.
Aujourd'hui, on a différentes conceptions de la justice qui sont excessives de part et d'autre. Il me semble qu'une certaine droite va considérer que la justice s'assimile avec la sécurité. La justice règne dans un pays quand on ne se fait pas voler de sac à main dans la rue, quand les gens qui vont en prison ont des peines assez fortes, etc. Donc ça, c'est une conception de la justice qui réduit la question de la justice à la question des échanges. Il faut que les échanges soient sécurisés, il ne faut pas qu'on se fasse agresser, etc. Et donc finalement, aux relations entre personnes. Et puis vous avez une conception de la justice, me semble-t-il, excessivement globale, qui est plutôt portée par une certaine gauche et qui est celle de la Révolution française, qui est de dire qu'il est scandaleux que dans le monde il y ait des inégalités d'une quelconque sorte, et donc on va tenter d'aplanir les inégalités, enfin plutôt ce qu'on considère comme des inégalités, et toute forme de hiérarchie dans le corps social, eh bien au temps des bolcheviks en mettant l'intelligentsia dans des camps parce que il faut que tout le monde soit dans le peuple, et au temps de la Révolution française en raccourcissant les têtes qui dépassent, au nom de l'égalité arithmétique entre tous les hommes. Nous tenons une voie moyenne, nous pensons que la justice a une dimension politique, qu'il y a une justice sociale, et que la manière dont les biens sont répartis dans la cité ressort de la justice, mais le juriste a seulement à connaître la question du partage des biens extérieurs et pas à réparer ou à changer la nature. Donc la justice distributive, c'est la justice qui va structurer le corps social et qui va intervenir, comme son nom l'indique, lors des distributions, à chaque fois qu'on a un bien commun, qu'on va vouloir distribuer entre les personnes qui peuvent y prétendre, et bien quels seront les critères qui vont pouvoir être utilisés pour ce partage. Et ces critères eh bien, sont différents à chaque fois, et c'est tout l'objet de la dialectique juridique de définir pour chaque problème les critères du juste distributif. On va avoir un bien commun, par exemple, dans le cadre d'une entreprise, on produit une richesse. Comment cette richesse va-t-elle être répartie entre les associés? Quel est le juste critère? Ceux qui travaillent dans l'entreprise, les salariés, ont-ils une légitimité à y avoir part, etc. J'ai remarqué que vous étiez partisan de la participation. Ça ne me choque pas du tout, d'ailleurs. Ce que l'on appelait autrefois la participation, qui est au fruit de l'entreprise, du moins quand elle en réalise. Oui, nous sommes effectivement pour l'affectio societatis, et l'affectio societatis, c'est une communauté de destin, une communauté d'intérêts, et donc pour que les hommes soient unis, pour qu'il y ait amitié et vraiment collaboration, il faut que leurs intérêts soient unis et que leurs risques soient aussi unis. C'est injuste que certains empochent tout le profit dans une entreprise et en même temps supportent tout le risque quand ça va mal, alors que les salariés, eux, vont avoir un contrat qui sera simplement limité à un louage de leur main-d'œuvre. Et donc, il me semble, suivant cela la doctrine sociale de l'Église, que le meilleur dans le monde du travail est de tempérer les contrats de travail par des contrats de société pour qu'il y ait une certaine... Mais alors, vous admettez quand même des inégalités dans la répartition des richesses, parce que dans affectio societatis, il y a societatis, il faut que ce soit une société, et par exemple, vous êtes favorable à la préférence nationale, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu. Non, je ne suis pas favorable à des inégalités vues comme telles, mais à une égalité proportionnelle, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, le souci de la justice distributive va être d'instaurer une égalité proportionnelle entre ce que les gens reçoivent à l'occasion des distributions. Et alors, vous m'interrogiez tout à l'heure sur la question des critères de cette justice distributive. Il me semble que le premier critère pour admettre à recevoir quelque chose dans le cadre d'une distribution, c'est d'avoir soi-même participé à l'édification du bien commun qui sera ensuite distribué. Bien sûr. Et puis c'est ensuite, effectivement, le respect du bien commun. Et dans la distribution du bien commun national, il est évidemment plus conforme à notre bien commun français, parce que les biens communs sont particuliers, ils ne sont pas indéfiniment étendus. Et donc il est bien conforme au bien commun de notre pays que des marchés, me semble-t-il, soient attribués de manière préférentielle à des entreprises françaises, toutes choses égales par ailleurs, si évidemment celles-ci réunissent les conditions de compétences, d'industrie, etc. Bien sûr. Alors écoutez, tous ces sujets sont absolument passionnants, ils nous entraîneraient très loin, mais le temps passe, et il passe vite dans cette émission. Quand même, nous sommes là dans une discussion un peu savante entre juristes, encore que je crois qu'on puisse être compris par tout le monde. Je voudrais savoir, est-ce que votre revue s'adresse strictement aux juristes ou est-ce qu'elle est accessible
finalement à tout honnête homme. Et quand je dis tout honnête homme, ça comprend évidemment les femmes. Ça va de soi. Moi, il m'a semblé, à la lecture de certains articles, certains sont plus ardus que d'autres, ils ont une portée philosophique, mais qu'ils étaient accessibles, y compris à des personnes qui n'ont pas fait spécialement d'études juridiques. Oui, nous tentons d'avoir une approche réaliste des problèmes juridiques, qui sont des problèmes très concrets, et donc il me semble que toute personne, tout honnête homme, peut tout à fait s'intéresser à ces questions, et au contraire, nous serions très heureux d'avoir des regards d'économistes, des regards de personnes plus passionnées par la politique, et qui viennent perfectionner ce regard qu'on essaye de rendre juridique. Est-ce que... sur quoi vont porter le prochain numéro? Alors, le prochain numéro, qui est actuellement sur l'ouvrage, sera consacré à la question de la subsidiarité. Vaste sujet. Vaste sujet également. Sujet de politique de première importance. Oui. Tout à fait. Et qui me semble aussi structurant que celui de la justice distributive. L'idée étant de sortir donc le droit, mais aussi la politique de cette ornière dans laquelle elle s'est engoncée avec une sorte de conservatisme, mais on peut conserver le bien, on peut conserver le mal, et donc de redonner un cap à notre action de juriste dans le cadre de notre pratique professionnelle. Merci beaucoup. Et donc, l'Affectio Societatis, qui n'est pas seulement une revue qui vient d'être créée, mais qui est aussi un cercle, qui est un cercle de réflexion, qui organise des conférences sur des sujets passionnants. Vous avez un ou deux thèmes qui vous viennent à l'esprit de conférences? Oui, voilà. La prochaine conférence sera sur les provinces françaises. Les provinces françaises, voilà, c'est accessible à tout le monde. Et puis la conférence suivante, ce sera sur un traité d'éducation des princes fait par Erasme. Que peut-on tirer aujourd'hui des conseils que Erasme donnait aux princes chrétiens? Très bien. Eh bien, mes bons maîtres, chers confrères, je vous remercie beaucoup de votre présence et je me permets de vous féliciter de l'effort de réflexion que vous faites et qui est quelque chose pour un ancien dans mon genre d'extrêmement encourageant, qui fait bien augurer de l'avenir des générations de juristes qui viennent. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.